grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat de Studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibiru. Halud Mauni. Chaîne Nibiri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous. Une émission consacrée aujourd'hui au virus Ebola. Vous l'avez certainement entendu tout à l'heure. C'est une nouvelle formule qui prend jour, qui prend corps, donc Ebola Free. Et d'ici le 18 janvier, si aucun cas de virus Ebola n'est enregistré au Mali, ce sera donc la fin de ce virus dans le pays. Et pour en débattre, nous avons comme d'habitude trois invités. D'abord Halimatou Maïga, artiste chanteuse, Dr Al-Mustafa Maïga, virologue, et Demba Tunkara de la Jeune Chambre internationale. Je suis Famoussa Sidibé. Peting Diara est à la mise en onde. Le dimanche 18 janvier 2015, le Mali sera déclaré Ebola Free, autrement dit débarrassé de la maladie à virus Ebola. Selon le ministre de la Santé, cet Ebola Free rendra le Mali à nouveau fréquentable par les étrangers. Alors, elle lèvera aussi les nombreuses mesures restrictives pesant sur le pays. L'Organisation mondiale de la santé a de son côté félicité et souligné la qualité du travail abattu au Mali. Alors, une nouvelle formule Ebola Free, définition avec vous, Demba Tunkara. Okay. Ebola Free, merci Demba Tunkara de la Jeune Chambre internationale. D'abord, je voulais vous remercier pour l'invitation à cette émission qui va nous permettre de continuer un peu notre lutte, c'est-à-dire notre combat, qui est la lutte contre Ebola pour qu'on puisse arriver aujourd'hui, comme vous l'avez dit. Au 18, si on parvient à dire qu'il n'y a pas de cas au Mali, 0 cas toujours, pour qu'on puisse être satisfait et dire que nous avons gagné notre combat. On s'est dit que même le 18, bien sûr que on a juste quelques jours, on peut être très heureux, une lutte qui continue jusqu'à présent avec nous. Si le 18 il arrive qu'on n'a pas ces cas, ça serait la joie au Mali, ça serait une lutte gagnée, mais qui doit continuer. Merci. Alors, Halimatou Maïga, vous êtes artiste chanteuse. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, Ebola Free? Bonjour ou bonsoir, Halimatou Maïga, artiste Salix. Merci pour la question. Ebola Free, je pense que ça serait une bonne chose pour le Mali parce que c'était une maladie qui avait fait peur aux Maliens. J'imagine que vous avez chanté contre Ebola. Oui, je fais une chanson contre Ebola. Et moi, en fait, je ne suis pas spécialiste d'Ebola, mais mon rôle, c'est de sensibiliser le peuple malien que ça existe vraiment. Et maintenant, si c'est fini le 18, si on déclare ça, mais on devait toujours continuer la lutte, moi, je trouve. Alors, en tant qu'artiste, qu'est-ce que cela vous procure comme sentiment en vous disant que vous avez chanté au fort moment de cette crise et quand on vous dit que c'est bientôt la fin, qu'est-ce que cela vous procure? C'est la joie, quoi. On est content et c'est la joie. Alors, nous avons également un médecin, un virologue avec nous, Dr Al-Mustafa Maïga. Vous êtes virologue. Aujourd'hui, quand on vous dit que c'est bientôt la fin, qu'est-ce que cela vous procure comme sentiment? Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour l'invitation. On dit bonsoir aussi à vos auditeurs. Ebola Free, ça veut dire que pour le moment, on n'a pas Ebola. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, le pays, on va pouvoir se débarrasser d'Ebola. On va pouvoir probablement... Il y a beaucoup de mesures, comme vous l'avez dit dans votre exposé tout à l'heure, qui vont être résolues. Mais c'est qu'il faut d'abord savoir, déjà, avant que l'OMS l'annonce, il y a des pays déjà, comme les États-Unis, ils ont levé les interdictions qu'ils avaient sur les Maliens. Parce qu'à un moment, si un Malien partait aux États-Unis, il fallait que tu sois surveillé. Il y a toute une procédure qu'on donnait pour tous les Maliens. Et ça a été levé depuis il y a 2 semaines au niveau des États-Unis. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, Ebola Free aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne doit pas aussi baisser de vigilance parce qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle réintroduction de la maladie parce que la maladie, elle est à côté. La maladie, elle est chez nos voisins, donc ça peut revenir. Mais
déjà, le fait qu'on a pu contrecarrer la maladie, c'est un grand pas pour pouvoir continuer nos efforts qu'on est en train de faire. Voilà, donc Ebola free, ça veut dire qu'on n'a plus Ebola dans le pays, mais on n'est pas à l'abri de nouvelles réintroductions de la maladie. D'accord. Alors aujourd'hui, avec Ebola qui sévit toujours dans certains pays frontaliers du Mali, faut-il craindre toujours? Il faut toujours craindre parce que Ebola, c'est en Guinée-Conakry. Guinée, c'est à côté de chez nous. Je vous rappelle qu'il y a 3 jours, il y avait une petite fille qui était venue et tout le monde était paniqué parce que... Récemment, il y a juste 3 jours, qui a été à l'hôpital Luxembourg, qui est revenue de la Guinée. Les gens disaient qu'elle avait la maladie. Heureusement, on l'a testée et elle est négative pour Ebola. Donc, ça veut dire quoi? Nous, au laboratoire, moi je suis du laboratoire Cerefo, c'est là où on fait les tests Ebola. Donc, c'est nous qui faisons les tests Ebola. Donc, on continue encore à recevoir des cas suspects d'Ebola. Donc, ça veut dire quoi? On ne peut pas baisser de garde. Ça ne veut pas dire que tout le système qui a été mis en place doit être abandonné. On doit continuer et on doit faire attention. Je suis à l'hôpital Gabriel Touré aussi, où souvent les gens ne sont pas, la population, ils sont un peu lassés du fait qu'il y a beaucoup de mesures restrictives pour l'entrée à l'hôpital. Mais c'est toujours nécessaire. C'est toujours nécessaire parce qu'on n'est pas à l'abri. Voilà. Alors, Demba Tunkara, vous êtes de la Jeune Chambre Mali, Jeune Chambre internationale Mali. Alors, aujourd'hui, quelles sont les initiatives que vous entreprenez au niveau de la Jeune Chambre pour justement prévenir contre ce virus? Merci. Nous restons sur notre position. Comme l'a dit lors de la conférence avec la mission de l'OMS, la directrice mondiale de l'OMS, Margaret Chan, qui disait que la lutte contre l'Ebola, ce n'est pas seulement médical. La société civile a une grande part à jouer dedans, et surtout la communication, la mobilisation comme on a fait. Et il nous arrivait de mettre des jeunes ensemble, de leur faire des formations. Nous, d'abord, on a pris des formations. Je crois que je me suis retrouvé dans une formation avec l'article Salis. Et on apprenait ce que c'est que l'Ebola. Et après, on le dupliquait au sein de la société. Nous restons toujours sur notre position de sensibiliser pour dire que ça peut revenir tout le temps. Mais si les mesures restent, c'est ce qui va faire qu'on va bouder à jamais. Ebola, c'est une maladie, quand ça vient, ça amène la peur. La grande peur de communiquer, de se toucher. Même dans sa propre famille, on a cette frustration. On se dit comment on peut... Imaginez quand... Moi, j'aime souvent prendre l'exemple de mes enfants quand j'arrive et que mon enfant me dit « Papa, on ne donne plus la main parce qu'il y a Ebola ». Alors d'habitude, quand on vient, c'est les accolades. Et là, je vois une distance entre nous. Mais nous, on dit qu'il faut continuer la lutte pour qu'on puisse revenir à tout cela. Lorsqu'on va bouter réellement l'Ebola, ça va faire qu'on va reprendre tous ces jeux-là. Nos mesures, on a fait des formations, des sensibilisations dans toutes les régions du Mali, sauf Kidal. On a les représentants des OLM, on appelle les organisations locales des régions. On a dupliqué les formations dans CC. Et de même, on a continué à les faire. Et on continue à les faire même à Bamako ici. D'accord. Voilà. Alors, Halimatou Maïga, vous êtes artiste chanteuse. Qu'est-ce qui vous a poussé à chanter contre Ebola? Bon, comme je disais, tout bon citoyen ou tout bonne citoyenne. Oui, voilà, doit se battre pour son pays, quoi. Et moi, je trouve que dans mon pays, il y avait beaucoup de personnes qui ne croyaient pas à ça. Et donc, vous vous êtes levé et vous avez estimé nécessaire de chanter comme ça. Exactement. Qu'est-ce que vous dites dans votre chanson de façon la chanson, déjà, je l'ai chantée en 5 langues. En 5 langues? Oui. Vous comprenez toutes ces langues-là? Oui, presque tout. Donc, je disais, par exemple, Bambara, je dis Ebola, Nebola, Bebola, ça veut dire que ça te concerne, ça me concerne, et tout le monde est concerné, quoi. Et donc, ça fait un petit jeu de mots en même temps, ça parle d'Ebola, et pour que les gens captent.
Je pense que le message est passé. Bien vrai qu'il y a d'autres personnes qui ne croient toujours pas à Ebola, mais c'est vrai que ça existe, quoi. Et puis, tant que nos pays voisins, c'est-à-dire Sierra Leone, Libéria, N'ont pas annoncé la fin. voilà, et la Guinée n'ont pas annoncé la fin, je pense que nous devons toujours continuer. Le risque est toujours là. Voilà. Alors, Al-Mustafa Maïga, vous êtes virologue. En tant que virologue, combien de temps est-ce que une épidémie comme Ebola prend pour disparaître totalement d'un pays? Alors, ça, c'est vraiment une grande question. Et ça me rappelle juste un jour, on était à l'hippodrome avec des grands spécialistes Ebola. On était en train de dîner et tout le monde se posait la question comment est-ce qu'on va parier et scientifiquement pour pouvoir éliminer Ebola en Afrique de l'Ouest. Et il y avait des experts américains qui disaient non, dans 3 mois, d'autres disent dans 6 mois. Et nous étions 2 qui disaient qu'il faut vraiment, il faut longtemps, il faut au moins 1 an pour pouvoir terminer avec cette maladie. Parce que, voilà. Et donc 1 an après la fin annoncée du virus? Oui, parce que nous, on n'a pas le virus là. Le 18, on va nous dire qu'on n'a plus la maladie. Donc il faut attendre 1 an après. Le problème, c'est qu'on a des foyers qui vont exister dans ces pays voisins-là. Et ces foyers-là, ils peuvent ressurgir, ces foyers-là. Et donc, nous, on n'a pas ces foyers où il y a Ebola, dans la plupart des cas. Pour l'instant, on ne l'a pas encore découvert. On n'a pas des chauves-souris. Pour l'instant, on n'a pas les foyers. Mais par contre, en Guinée-Conakry et dans ces pays humides, ils ont les foyers parce qu'il y a la forêt, il y a les singes, il y a tout ça. Donc, il y a ces foyers qui vont toujours rester dans ceci. Nous, on peut estimer heureux d'éliminer Ebola. On va devenir comme les autres pays, comme le Sénégal, comme le Nigeria, qui ont déclaré Ebola éliminé. Donc nous, on a éliminé Ebola au Mali. Mais par contre, pour dire qu'il faut éliminer Ebola en Afrique de l'Ouest, ça va prendre énormément de temps et ça va demander beaucoup de moyens. Heureusement qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Mais quand tu es sur le terrain, quand tu discutes avec des collègues qui sont sur le terrain, ils vont te dire qu'il y a toujours des moyens très insuffisants. Et j'ai discuté avec un médecin qui venait de Macenta qui nous disait que vraiment, il y a beaucoup de choses à faire, il y a énormément d'efforts à fournir. Des efforts sont faits, mais c'est insuffisant. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Donc, pour pouvoir éliminer en Afrique de l'Ouest, moi, je pense qu'il faut, et les prévisions de l'OMS disaient aussi qu'il faut au moins attendre vers la fin de l'année 2015. 2015. Oui. D'accord. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause avant la deuxième partie de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, notre page Facebook et notre compte Twitter, mais n'oubliez surtout pas de faire un tour sur notre site web www.studiotamani en un seul mot.org. Nous sommes en train de parler dans cette émission du virus Ebola. La fin sera annoncée par l'OMS le 18 janvier prochain, dimanche donc, si d'ici là, aucun cas de virus Ebola n'est enregistré dans le pays. Nous sommes avec 3 invités, Halimatou Maïga, artiste chanteuse, Dr Al-Mustafa Maïga, virologue, et Demba Tunkara de la Jeune Chambre internationale. Alors, cette deuxième partie donc est consacrée au bilan sur les failles qu'on a enregistrées tout au long de cette lutte contre le virus Ebola. Alors, Dr Al-Mustafa Maïga, on a vu quelques failles dans le dispositif sanitaire établi sur certains cordons routiers. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de ces failles-là et des sanctions futures à venir? Alors, c'est vraiment Ebola, c'est vraiment ce qui nous permet aujourd'hui de dire que dans un système, tout doit être huilé. Parce que si le système n'est pas huilé, tout le monde va en pâtir. Les failles, il y a eu plusieurs failles qui ont été dénoncées dans le système. L'un des premiers, c'est quand même la petite fille qui est arrivée. Et la petite fille qui est arrivée, la petite fille commençait à faire de la fièvre depuis à la frontière. Et quand tu entendais les discours, c'est que la petite fille, elle n'avait pas été visitée. Elle n'a pas été visitée. Et c'est pour ça, elle était dans le dos de sa grand-mère. Donc, ça passait inaperçu. Donc, ça c'est des failles.
le patient, l'imam qui est venu de la Guinée, malade, qui arrive à Pasteur et qui n'est pas déclaré, et aucune mesure n'a été prise. Si des systèmes et des enquêtes étaient en cours, nous, on ne sait pas jusqu'à présent où est-ce qu'on en est avec ces enquêtes-là. On n'a pas eu encore des résultats. Mais les autorités nous ont dit qu'il y aura des enquêtes et des responsabilités seront situées et des sanctions, si les sanctions doivent être faites, elles devront être faites réellement. Mais au-delà de tout ceci, je pense que le système s'est mieux organisé aujourd'hui avec la création des centres des opérations urgentes qui est dirigé par notre collègue le professeur Sambasso. Voilà, c'est mieux organisé. À l'intérieur de cette commission, il y a plusieurs sous-commissions aussi qui s'occupent de plusieurs aspects et on est encore mieux organisé. Moi, je suis dans les commissions laboratoires pour pouvoir le diagnostic et le circuit des malades. Je sais que de plus en plus, on est organisé. On a écrit des modèles qu'on appelle, on les appelle des SOP, des modèles standards qui sont écrits, qu'est-ce qu'on doit faire à chaque étape. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit aller. On doit avoir des normes pour chaque chose qu'on doit faire aujourd'hui dans la prise en charge Ebola. Alors, toujours avec vous, docteur, aujourd'hui, est-ce que vous comprenez le fait que la clinique Pasteur reste toujours fermée? Je rappelle que la clinique Pasteur avait subi des pertes suite à l'introduction d'un malade venu de Guinée et le traitement avait causé la mort d'un certain nombre du personnel. Membres du personnel. Oui, absolument. Moi, je ne comprends pas pourquoi la clinique elle reste toujours fermée. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je dis que les enquêtes étaient en cours et qu'on nous disait que les responsabilités devraient être situées. Et ces responsabilités, ça ne sert à rien. Il y a des sanctions qui doivent sortir. Soit on dit que la clinique elle va rester fermée et que ça soit annoncé, ou qu'on retire la licence avec la personne qui a la clinique, et que des décisions soient prises, mais ça ne doit pas rester fermé comme ça. Mais moi, j'avoue que j'ai des collègues médecins aujourd'hui, des grands spécialistes qui consultaient à Pasteur, mais aujourd'hui, c'est une grosse perte pour nous, pour les malades et pour tout le monde. Si vous imaginez des grands spécialistes en maladies infectieuses, en médecine interne, en cardiologie, tout ceci ne travaille plus. Et donc, c'est une grosse perte pour le Mali. Ce n'est pas seulement pour la clinique, mais c'est pour le pays même, c'est pour l'économie du pays. Alors, Demba Tounkara, vous êtes de la Jeune Chambre internationale Mali. Comment comprenez-vous ces mesures de l'État par rapport aux failles qu'on a constatées dans le cadre de la lutte contre ce virus au Mali? Ok, merci. Moi, d'abord, en parlant des failles, je pense que les failles ont commencé au niveau de la communication. Le Mali a vraiment tardé à bien communiquer sur cette maladie. C'est au moment où quand il y a eu le premier cas, le cas de la jeune fille, que tout le monde s'est alarmé, les gens se sont levés. Je remarque même au niveau de la presse que la communication n'était pas ce qu'il fallait dire. Même la presse n'était pas informée. J'ai été ravi à un moment de voir le ministère avec la presse informer la presse pour qu'ils puissent bien communiquer. Quand tu laisses une mauvaise information, c'est ce que j'appellerais désintoxication. Courir dans la société, nous sommes membres de la société civile, notre combat c'est la société civile. Et après quand tu veux résoudre, ça devient difficile. Il faut voir, tellement qu'il n'y avait pas de communication, le Malien se permettait de dire que l'Ebola n'existe pas, que c'est une politique de l'Europe, que c'est pour nous empêcher d'aller en exode, que c'est parce que l'État a des problèmes budgétaires, que c'est pour avoir de l'argent avec l'extérieur, tout en oubliant que si on voit le cas des pays comme Libéria, quand l'OMS dit que l'argent va venir, je crois que c'est dans 3 ans que ça devait venir, mais il dit, vu la situation, d'ici là, ils vont faire venir dans 2 ans. Un pays ne peut pas faire une politique pour 2 ans, pour des petites sommes. C'est-à-dire la population était mal informée. Certains disaient non, c'est le gouvernement. Les gens ils avaient besoin d'informations, mais ils n'avaient pas d'informations. Il suffisait seulement que quelqu'un arrive dans un grain, qui se fait connaisseur de la maladie, tout ce qu'il va dire, les gens vont y croire. Ça a été encore, ce même problème de communication était au niveau des religieux, toutes les religions chez nous. Parce que la religion, c'est la croyance en Dieu.
ça fait que après, quand tu ne comprends quelque chose, les gens disent même si tu n'as pas besoin de tes projets, après tu peux mourir, que tu sois d'accord ou pas. Mais il a fallu que les imams soient informés, sensibilisés, qu'ils fassent des prêches dans les mosquées, que les gens commencent à appliquer les mesures, à ne pas se donner les mains, à respecter ce qu'on les demande d'éviter. C'est-à-dire, pour moi, la communication a failli au départ. Je dis qu'il faut toujours renforcer cette communication qui passait dans la société civile. Si une mauvaise information coule, ça va rapidement. Vous avez vu, à un moment, certains disaient que nous, qu'ils ont le médicament contre l'Ebola, qu'il faut prendre les Nescafé, qu'il faut les frapper. C'est-à-dire que c'est de la désinformation. En fait. C'est de la désinformation. C'est des gens, en réalité, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut dire. Certains disent qu'il faut juste faire des talismans et que ça va passer. Ça passe. C'est passé, les gens ne savaient pas comment. Ça n'a pas marché puisqu'un marabout est décédé. Très bien. Plusieurs marabouts par la même c'est occasion. comme ça. Quand on dit que les docteurs sont le plus exposés, ces mêmes marabouts sont encore plus exposés parce qu'ils ne croient pas, ils ne savent pas. On dit de ne pas toucher à quelqu'un. On dit quand il est atteint. Mais toi, tu dis tu vas venir le soigner, tu vas donc le laver. Jusque-là, la chose n'était pas assez bien comprise. C'était pas bien compris. Okay. Donc il faut vraiment une grande communication. Continuez à faire la communication. Ne laissez pas les autres. La mauvaise information, ça doit venir de ceux qui détiennent la vraie information pour que la population puisse prendre des mesures. Et c'est ce qui a un peu rendu difficile la lutte contre l'Ebola. Mais je crois qu'on s'est bien donné. La société civile, on est heureux d'attendre le 18 voix. La fin. Merci. Alors, Halimatou Maïga, vous êtes artiste, chanteuse. Juste après, je vous donne la parole, docteur. Halimatou, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir été entendu par la population quand vous avez chanté? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on vous a dit après la chanson? Bon, comme disait M. Demba Tunkara, il y a toujours des gens qui croient et d'autres qui ne croient pas aussi. J'ai rencontré des gens qui me disent que c'est de la politique, c'est pour de l'argent et autre chose. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont compris d'ailleurs. Et moi, je pense que c'est la communication, quoi. Ils ne sont pas informés, chacun raconte ce qu'il veut et ça se passe comme ça. Et donc, je pense que pour des cas comme ça, le gouvernement malien devait surtout se baser sur la communication parce que le peuple malien, il faut vraiment communiquer, quoi. Peut-être dans les différentes langues, comme vous l'avez fait en 5 langues. Voilà, il faut surtout communiquer. Alors, docteur, vous vouliez réagir par rapport à certains propos? Oui, en fait, c'est juste par rapport à la croyance à la maladie. Vous savez, aujourd'hui, je donne juste un exemple. Le VIH existe il y a plus de 30 ans. Tout le monde sait qu'il y a des milliers de personnes qui ont le VIH au Mali. Tout le monde sait qu'il y a des milliers de personnes qui sont sous traitement antirétroviral. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas au VIH. Il y a des gens qui te disent que le VIH n'existe pas. Donc, alors, on va toujours continuer à sensibiliser. C'est le rôle de tout le monde. C'est le rôle des artistes, c'est le rôle de nous tous de sensibiliser. Mais ça, on ne peut pas. Mais chacun doit faire son travail. Maintenant, quant à la communication, c'est pour ça que je disais que le centre des opérations urgences, le COU, est mieux organisé. Et ils ont reconnu ces failles. Les gens ont dit non, il faut communiquer, il ne faut pas attendre pour se justifier. Parce que si tu ne parles pas, les rumeurs vont sortir, les médias vont commencer à parler, et vous êtes obligé de parler pour vous rattraper et essayer de vous justifier. Et c'est ça qui devient un problème. Et c'est ça qui était le cas du Mali. Et le CU a un volet, une commission communication qui essaye aussi de faire ce travail-là. Donc maintenant, vraiment, les choses sont mieux organisées. Il y a des sous-commissions mobilisation, il y a des sous-commissions sensibilisation, sous-commissions cliniques, sous-commissions laboratoire, sous-commissions communication. Vraiment, c'est encore mieux organisé. Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est encore mieux organisé. Voilà. Alors, quel est le mérite, docteur, selon vous, de cette organisation malienne pour n'avoir enregistré que quelques cas? Et certains diront que c'est 2 cas seulement qui ont causé tant de dégâts. Et quel est le mérite qu'on peut attribuer à cette commission d'organisation dirigée par le professeur Samba Ousmane Sow?
D'abord, je profite de l'occasion pour féliciter Samba Ousmane Sow parce qu'il a été très courageux. Au moment où les gens avaient peur, moi j'ai discuté avec un directeur de structure. Il me dit, j'avoue, quand il y a eu un premier cas, j'ai appelé mon personnel. Personne ne voulait aller toucher aux malades. C'est Samba et son équipe qui ont volontairement accepté d'aller vers les malades et de s'engager volontairement. Et donc, ils ont ce mérite-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la création de ce centre-là. Ce centre, c'est vraiment un dispositif que l'OMS encourage dans tous les pays. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas où ça va arriver. Ça existe au Mali, ça existe au Sénégal, ça existe au Nigeria, ça existe dans tous les pays limitrophes. Le Sénégal n'a reçu qu'un seul cas qui était guéri et c'est terminé. Mais cette structure existe. Elle continue à faire la veille sanitaire. Et c'est ce qu'on appelle la surveillance sanitaire. Il faut pouvoir surveiller sanitairement. Et je pense, à mon humble avis, cette structure doit rester pour l'instant jusqu'à ce qu'il y ait une structure de veille en quelque sorte. De veille, voilà. Peut-être qu'on peut diminuer les budgets pour que ce ne soit pas très budgétivore, tout ça, mais elle doit exister et Samba Sow a le mérite quand même d'avoir fait ce travail-là. Alors, on va tenter de comprendre un peu avec vous quel est le dispatching de cette équipe-là sur le territoire. Comment est-ce que cette équipe de Samba Ousmane Sow est repartie dans le pays? Alors, c'est-à-dire qu'on était juste vraiment comme toutes les autres structures. Vous savez que quand c'est créé, c'est concentré à Bamako. C'est concentré à Bamako et il y a des équipes mobiles qui sont prêtes à aller intervenir sur les sites. Mais au-delà, ils ont fait de la formation dans toutes les régions. Toutes les régions, des structures ont été formées pour pouvoir gérer au mieux les premiers aspects avant que des équipes mobiles ne puissent intervenir. Et c'est pour ça, je rappelle que même il y a eu ce projet de laboratoire mobile qui a été mis aussi en place. C'est-à-dire que si demain, il y a un cas qui se fait dans une région frontalière, à Caille par exemple, on est capable de mobiliser des équipes mobiles de Bamako qui vont aller vers là-bas. Ils ont tous les moyens logistiques pour aller. Et il y a un laboratoire mobile aussi qui est prêt aussi à aller dans cette zone-là pour pouvoir faire. Mais à l'état actuel des choses, il n'y a pas de démembrement du COU dans les régions où on n'est pas encore à cette étape-là. Voilà. Donc, ça reste toujours rudimentaire. Oui, bon, pas rudimentaire, ça reste à Bamako, concentré à Bamako. Prenez l'exemple du Centre national de transfusion sanguine. Il n'y a pas de centre régional de transfusion sanguine dans les régions. Mais au fur et à mesure, pour le don de sang, tout le monde sait que le sang... Il y a des mini-banques de sang dans Maintenant, ils ont créé dans les structures hospitalières des petites banques de sang à l'intérieur. Ils ont formé des gens, et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas créer des centres partout. C'est difficile. Mais il faut travailler avec l'existant et les ressources humaines aussi. Il faut juste une bonne connexion. Absolument. Une bonne organisation. Voilà. Alors nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la troisième et dernière partie de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani, c'est également sur nos 20 radios partenaires de Bamako, de Caille, dirais-je, à Kidal, avec les 3 à Bamako, Benkan, Guintan et Liberté. Nous sommes donc en train de parler dans cette émission du virus Ebola. La fin sera annoncée le 18 janvier prochain par l'OMS au Mali, si d'ici là, aucun cas n'est enregistré. Nous sommes avec 3 invités, Halimatou Maïga, artiste chanteuse. Nous sommes avec Demba Tunkara de la Jeune Chambre internationale également et avec un médecin, le docteur Al-Mustafa Maïga, virologue, est avec nous également. Le démantèlement donc des dispositifs est-il d'actualité? Alors Demba Tunkara, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le démantèlement des dispositifs sanitaires sur les différents points de contrôle est d'actualité aujourd'hui? Faut-il démanteler ces structures? Ok. Moi, je pense que c'est nécessaire, c'est toujours nécessaire. De la maintenir ou bien de la démanteler? De la démanteler.
je vais dire de les maintenir, mais ne pas les maintenir seulement à Bamako. Je voulais dire qu'il faut déployer dans les autres régions. Souvent, quand tout est concentré à Bamako, comme un peu le cas de Kai, je crois qu'il a fallu faire intervenir Bamako quand il y a des problèmes. Je me dis, si je parle de la décentralisation des dispositifs, parce que quand je vois que le Mali, nous avons comme frontière avec la Guinée, une très grande frontière, les gens peuvent rentrer partout. Si on regarde Kita, tout ce qui est la zone des Kaye, ils peuvent rentrer par là-bas. Si on reste à Bamako seulement, je crois que la lutte devient difficile. Peut-être comme Sambasso le disait, pour chaque cas, il faut faire déployer une équipe. Et l'équipe, quand ça doit parler, ça demande beaucoup de moyens. Et souvent, il y a des fausses alertes. Souvent, il y a des gens qui jouent avec, qui appellent alors qu'il n'y a pas ça. Mais moi, je crois qu'il faut renforcer les dispositifs, mais ne pas les concentrer à Bamako seulement, déployer sur les autres régions. Alors, Halimatou Maïga, vu la mobilisation de la société civile, vu la mobilisation des partenaires et des autorités politiques, pensez-vous que dimanche, avec l'annonce de la fin du virus Ebola au Mali, il va falloir baisser les bras et laisser cela comme tel? Surtout pas. Qu'est-ce qu'il faudra faire, selon vous? Alors, il faut toujours continuer la bataille, comme je disais, tant que nos voisins qui sont contaminés, c'est-à-dire... tant que la fin n'est pas annoncée. Voilà, tant que ce n'est pas annoncé, on devait toujours continuer la bataille, quoi. Parce que ça peut toujours revenir. Le Mali, l'Afrique, on va dire, c'est comme une grande famille. Et le contrôle, c'est pas très évident puisqu'on a vu le cas de la petite fille qui est rentrée au Mali. Sans qu'on puisse détecter. Voilà, oui. Donc, je pense que ça doit continuer et les partenaires doivent s'investir encore. Les gens doivent surtout se laver les mains toujours. C'est bien, pas pour Ebola seulement, pour d'autres maladies, ça évite d'autres maladies telles que la diarrhée et autres. Donc, c'est toujours nécessaire, quoi. Alors, docteur, aujourd'hui, on va annoncer dimanche la fin de l'épidémie au Mali. Est-ce que, pour autant, les habitudes d'hygiène que les gens ont adoptées doivent abandonner cela, vu que l'annonce de la fin va être imminente? Comme elle l'a dit, c'est surtout pas. On ne doit pas le faire. Mais, qu'est-ce qui est faisable? On a appris déjà que vraiment il faut se laver les mains régulièrement. Et c'est quelque chose qu'on nous a dit avant Ebola, mais on a du mal à le faire. Mais on doit continuer à le faire, parce que quand on se lave régulièrement les mains, on élimine beaucoup de bactéries. Beaucoup de bactéries, on a beaucoup d'infections. Imaginez un moment quand on avait les conjonctivites, on appelle Apollo. Dès que vous saluez quelqu'un avec la main, vous pouvez facilement avoir cette maladie-là. Donc, ça c'est un. Maintenant, quant au démantèlement des structures, des dispositifs, vous savez que les dispositifs tels qu'ils sont, souvent, c'est très rigoureux. Quand on va dire que Mali est free Ebola, peut-être qu'on peut alléger le système. En quoi faisant? Et alléger le système, c'est-à-dire qu'on peut garder les zones frontalières, c'est-à-dire au niveau des aéroports, il faut contrôler les gens. Au niveau de la frontière, il faut contrôler les gens. Maintenant, à l'intérieur du pays, vous savez que, je prends l'exemple de l'hôpital Gabriel Touré où je travaille. Maintenant, on prend la température de tout le monde. Les gens ne rentrent pas, c'est très compliqué. Donc, c'est plutôt à l'interne qu'il faut alléger maintenant. C'est à l'interne qu'il faut agir. Mais l'entrée dans le pays doit toujours être bien contrôlée parce que c'est de là-bas que ça va venir. Quand on dit qu'il n'y a pas dans le pays, c'est l'extérieur qu'on a bien contrôlé. Si on avait bien contrôlé,
vous savez que l'imam et la petite fille ne seraient pas rentrés. Donc c'est parce qu'il y a eu des failles dans les contrôles, c'est pour cela que ceux-ci sont rentrés. Donc on doit... Et je disais une fois ici, quand j'étais ici, je suis parti au Togo, on a fait une escale à Abidjan, et mais à Abidjan, ils ont un cordon sécuritaire comme s'il y avait Ebola. Et tu reviens au Mali, il n'y avait rien. Alors que le Mali était encore plus menacé que... Ça, c'était avant que les cas d'Ebola soient déclarés au Mali. Et donc, je dis, il faudrait que vraiment un moment qu'on prenne conscience. Et on a pris conscience parce qu'il y a eu vraiment une mobilisation politique derrière qui a permis vraiment de vite avancer. Et on doit garder cette mobilisation politique, ce soutien politique pour les acteurs de santé pour pouvoir continuer. Pas seulement les acteurs de santé, mais les acteurs de la société civile et puis les artistes qui nous aident et puis tout le monde. Voilà. Alors, Demba Tunkara, vous êtes de la Jeune Chambre internationale. Le docteur parlait tantôt d'allègement du dispositif à l'interne dans le pays plutôt que au niveau des frontières. Comment pensez-vous que cela puisse se mettre en place? Est-ce qu'en allégeant ces dispositifs-là, les gens ne vont pas totalement abandonner l'idée de se protéger ou bien de se désinfecter, selon vous? Merci. Je sais que les dispositifs, les mesures qui sont là pour contrôler qu'avant de rentrer quelque part, il faut se laver les mains, il faut mettre le gel. Plus on va dire qu'il n'y a pas d'Ebola, les gens vont commencer à les abandonner progressivement. Ça, je crois que c'est obligatoire. On va dans beaucoup de services, quand tu viens, tu vois le pot, tu veux te laver toi-même, tu mets un petit truc, il n'y a pas d'eau. Ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant. Ben, je crois que là, ça va arriver, c'est systématique, ça va automatiquement venir pendant quelques temps, on va dire qu'il n'y a pas. Mais il serait vraiment nécessaire que les gens restent au même niveau d'alerte. Au même niveau pas au niveau rouge, mais au moins se mettre à un niveau orange si possible. Il faut se dire que ça peut revenir en tout moment, ou peut-être c'est même là. J'ai vraiment apprécié lors des événements de Maoul, quand j'ai vu qu'il y avait une équipe de l'OMS, ils étaient là. Ils l'ont annoncé. Ils l'ont annoncé, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de mettre ces techniques d'hygiène, de soumettre les visiteurs en cela. Si on voit que les visiteurs viennent de partout, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, partout, donc facilement, on peut retomber. Il y a des risques. Voilà, il y a des risques. Mais quand j'ai vu ça, j'étais vraiment, vraiment content. Je dis, là, les gens ne sont pas en train d'abandonner. Je crois que même si après, on va dire que le Mali a plus de cas, on peut rester vigilant. On peut utiliser certaines choses, les gels, pour éviter certaines choses. Et c'est vrai qu'on ne pourra pas rester éternellement au Mali sans se donner la main. Ça va un peu frustrer la population. C'est ça, la société civile est allergique à cela. Quand ils voient une autorité dans un autre pays, ils se donnent la main. Mais ici, chez nous, quand ils viennent, ils ne se donnent pas la main. Ça les frustre. Mais c'est juste un temps. On le dit juste d'attendre qu'on va revenir. Ça, c'est un peu notre sensibilisation. On dit, quand on va réellement combattre l'Ebola, on va revenir à ceci, ce qui sont nos habitudes, qu'on peut peut-être pas laisser totalement, mais en appliquant l'hygiène. Okay. Alors, Xalis, vous êtes artiste, chanteuse. Comment est-ce que vous appréhendez cet abré Ebola? Bon, moi, comment voyez-vous la situation? Oui, je pense que ça va diminuer, comme on a dit. Les gens vont un peu baisser les bras. Mais de mon côté, par exemple, je vais toujours continuer la bataille. J'avais déjà commencé dans la commune 5 où je réside. Et je vais continuer, pour qu'on continue à se laver les mains et rester propre surtout pour éviter Ebola et d'autres maladies. Alors, docteur Al-Mustafa Maïga, certains disaient que avec ces mesures d'hygiène, c'est faire comme les Blancs, c'est trop de choses à la fois. Qu'est-ce qu'il faut leur dire aujourd'hui à ces gens-là qui hésitent toujours à adopter ces mesures d'hygiène? Ce qu'il faut dire à ces gens, c'est qu'aujourd'hui, l'hygiène, c'est pas blanc. Ça, c'est le premier message. L'hygiène, toutes les sociétés ont des préceptes hygiéniques. Il n'y a pas une société aujourd'hui
Il n'y a pas une religion qui ne parle pas de la propriété. Tout le monde dit qu'il faut faire de la propriété. Donc la propriété, c'est vraiment se laver régulièrement les mains et tout. Mais ce que les gens doivent aussi comprendre, c'est que laver les mains, ce n'est pas seulement les seuls moyens de ne pas avoir la maladie aussi. Vous savez, aujourd'hui, même sur le plan international, il y a une grosse discussion. On ne sait pas, on est toujours en train de prendre la température des gens. Mais ce qu'on sait, qu'il y a 30% des gens qui n'ont pas de fièvre qui développent Ebola. Donc ce n'est pas seulement la fièvre. L'hémorragie, ce n'est même pas 20% des cas. Alors, donc, jusqu'à présent, on n'a même pas des critères internationaux qui permettent de dire voilà le critère qui est retenu pour pouvoir détecter quelqu'un qui est suspect Ebola. Maintenant, mais on a retenu seulement la fièvre comme critère, mais ce n'est pas spécifique. C'est 70%, 30% des cas vont échapper quand on va faire cela. Donc, je pense qu'il faut sensibiliser les gens, il faut leur dire que ce n'est pas tout bas. Et les gens l'ont toujours dit, mais vous savez que les gens, ils sont ce qu'ils sont. Ils ne vont jamais changer les habitudes souvent. Le changement d'habitude, on est allergique là-dessus. Mais progressivement, si on continue, ça va venir. Prenez l'exemple, quand on disait aux gens, par exemple, pour le VIH, on disait qu'il faut porter les préservatifs. Imaginez le jour historique où le président de la République, Alpha Oumar Konaré, a pris le préservatif pour dire il faut l'utiliser. Mais c'est historique ce mot-là, ce truc-là. Et c'est ça qu'on doit aller vers ça. On doit être très, très courageux pour dire vraiment ce que les gens doivent entendre. Alors, Xalis Halimatou Maïga, artiste chanteuse, un a cappella avant de nous séparer sur cette chanson Ebola. D'accord. Lutter contre Ebola. Stop Ebola, please stop Ebola, Ebola, Ebola. C'est donc la fin de cette émission sur ces mots de Xalis Halimatou Maïga qui a chanté contre Ebola. Je rappelle que cette émission était encore une fois consacrée au virus Ebola et comme je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, d'ici le 18 janvier prochain, si aucun cas de virus n'est déclaré dans le pays, ce sera donc la fin de ce virus au Mali. Mais encore une fois, les spécialistes l'ont dit, il ne faut pas baisser la garde, il faut toujours maintenir les gestes d'hygiène. Nous étions avec le docteur Al-Mustafa Maïga, virologue d'Emba Tunkara de la Jeune Chambre internationale et l'artiste Halimatou Maïga, artiste chanteuse dite Xalis. J'espère que je prononce bien le mot. Je suis Famoussa Sidibé, Ousmane Diadje Touré et Rokia Danyogo ont réalisé cette émission. Peting Diara était à la mise en onde avec Salim Djouara, avec quelques difficultés à la régie vidéo. Nous vous disons donc à demain pour un autre débat. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.